Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, reçoit un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Axel Latuada de la série Et tout le monde s'en fout pour parler humour et changer le monde. Salut Axel. Salut. Alors je te présente en 10 secondes, t'es beaucoup de choses, auteur, réalisateur, comédien et surtout personnage principal de la série Et tout le monde s'en fout. Des vidéos humoristiques pour que les gens arrêtent de s'en foutre de plein de sujets importants. Soit des problèmes macro, comme le sexisme, la viande ou la guerre, mais j'aime beaucoup aussi des problèmes perso, qui sont aussi collectifs, mais plus individuels, intimes, comme les émotions, l'estime de soi ou l'obéissance. Donc concrètement, tu joues un geek grincheux et hautain, qui, si peu. qui analyse le monde depuis sa chambre et qui lâche des grosses punchlines du style bande-toi les yeux et cours très vite dans une forêt. Attends, j'ai le livre. On avait sorti un livre avec les punchlines. Par exemple, va te coiffer au bistouri, enlève le bouton pause de ton cerveau, ou encore, va faire un câlin à l'autoroute. Ah oui, il est pas mal celui-là. Donc voilà, vous voyez un peu l'humour rentre dedans. Pour commencer, j'ai l'impression que toi le premier, comme moi, ou comme beaucoup de gens qui nous écoutent, tu t'en es longtemps foutu, un peu comme ton personnage, d'essayer de changer le monde. Tu racontes que tu venais d'une famille très politisée où un artiste doit porter un message politique et toi, justement, tu voulais plutôt faire ressentir des émotions aux gens. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est surtout donc ton pote Fabrice, vous êtes trois principaux derrière la série, qui est coach en neurosciences et avec qui tu as co-créé la série, qui t'a embarqué là-dedans, notamment dans le féminisme, l'engagement citoyen, alors que toi, ça te faisait un peu peur. Est-ce que je me trompe ? Non, tout est vrai, je n'ai rien à ajouter. Non, mais c'est ça, c'est que, comme tu dis, moi je viens d'une famille hyper politisée, donc ça me faisait peur, j'étais un peu dans le rejet de tout ce qui approchait le militantisme, tu vois, tout ce qui approchait le fait d'être en colère, parce que moi j'étais quand même en colère, et le fait de le revendiquer, je sais pas pourquoi, j'arrive un peu du mal à accepter ça. On imagine que les militants, c'est toujours les casse-pieds qui râlent pour... Peut-être. Mais moi, j'étais même en colère contre les militants, tu vois. Il y avait un truc qui me... En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, je comprends, c'est qu'ils s'autorisaient à faire un truc que moi, je m'autorisais pas, donc forcément, ça me touchait mes ombres. Et du coup, c'est en rencontrant Fabrice, en ayant exploré un peu le milieu féministe, le milieu sexpo, le milieu burner, notamment. Sex positif, tout à fait, ouais. Burner, c'est Burning Man. Tout à fait. Les festivals de hippies. Avec des gens bienveillants, tout ça, qui ont des valeurs. Franchement, et tout le monde s'en fout, c'est de la propagande burner, hein, très clairement. Oui, vous ne le savez pas, mais... Et ouais, du coup, en fait, c'est en parlant avec des gens alliés du féminisme que je me suis dit, bah tiens, en fait, on en pense pareil, donc ça doit vouloir dire que je le suis aussi. Et la première vidéo, et tout le monde s'en fout, qui était sur les femmes, c'était pas tant un élan politique, c'était plutôt un élan beaucoup émotionnel, de colère, d'incompréhension, du comportement masculin, toxique. Fabrice, c'est quelqu'un aussi qui m'a fait du bien sur la masculinité, dans le sens où moi, je suis en colère contre les garçons. Ouais. Et de rencontrer des hommes qui sont pas toxiques, ça fait du bien. Avant de parler de la série, comme tu parles de féminisme, moi j'ai beaucoup aimé ton interview sur le podcast des collègues féministes On se tient au jus, que je vous conseille. D'ailleurs, vous avez diffusé un de leurs épisodes avec Je m'en bats le clito, et qui parle notamment justement des chahuteuses. Donc tu parlais de Sexpo, une super association féministe de sexualité positive, qui toi t'as fait avancer justement dans ton féminisme, on peut dire, oui. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, le milieu sexpo, ça a été donc milieu sexpositif pour faire rapidement. Le sexpo, c'est un courant qui vient des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Et en gros, le sexpositif, c'est du développement personnel lié à la sexualité. La sexologie de base, c'est juste savoir est-ce que tu as des maladies ou pas. Il n'y a pas du tout de notion de bien-être, de psycho, d'estime de soi, de consentement surtout. Ouais. Et donc, de me plonger dans ce milieu-là, de rencontrer des gens qui sont dans ces démarches de déconstruction, notamment des relations amoureuses, sexuelles, tout ça. Et donc, évidemment, c'est un milieu qui est empreint totalement de féminisme. En fait, à la base, c'était pas une idée de changer le monde, c'était une idée de me changer moi. C'est de me comprendre mieux, de savoir qui je suis, de savoir qui j'ai envie d'être, et passer par le relationnel plus que le sexuel, on va dire, parce que notamment Les Chahuteuses, qui est une association qui a été montée par Laura, qui est la compagne de Fabrice. Ouais. Du coup, c'est pas des grosses partous Non, c'est pas. Non, il y a pas d'atelier de sexe vraiment. C'est plutôt, c'est des ateliers qui permettent de repenser la sexualité et de justement comprendre l'énergie sexuelle, d'où elle vient, de comprendre que c'est pas parce que t'es un garçon que t'as des pulsions. C'est des grosses conneries. Et puis d'apprendre le truc le plus important dans le sexpo, c'est le consentement. Consentement des autres, ton propre consentement, savoir dire non, savoir ce dont tu as envie, connaître tes limites, les poser, etc. etc. Donc oui, évidemment, le fait d'être confronté à tout ça te fait énormément travailler sur toi, sur ta relation aux autres. Tu te rends compte de tout ce que tu as fait dans ta vie que tu n'avais pas forcément envie de faire, toutes les relations que tu t'es imposées, entre guillemets, les comportements que tu as imposés aux autres aussi. En tant qu'homme blanc, hétéro, cisgenre, tu te dis, ok, en fait, moi aussi j'ai été un connard. Et ça nourrit la volonté de me faire connaître le féminisme par ailleurs.
Et donc, vous sortez le premier épisode de Et tout le monde s'en fout, donc sur les femmes et le sexisme. Oui. Et vous dites ce qui est assez ironique parce que vous dénoncez l'invisibilisation des femmes et votre vidéo cartonne en partie parce que vous êtes des mecs qui parlent de féminisme. Je pense que c'est un des paramètres. Oui, c'est triste, il y a d'autres facteurs. mais oui, mais c'est absurde. C'est ce que disait Thomas du podcast Mansplaining, voilà, que lui, il parle de féminisme à des mecs et paradoxalement, ça fait chier, mais la parole des mecs est plus écoutée dans notre société, en tout cas auprès des mecs quand c'est des mecs qui parlent. Tout à fait. Mais tant mieux. Enfin, tant mieux, pas tant mieux, mais si c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire, quoi, complètement. Ouais, c'est ça. Et surtout, du coup, vous étiez en colère contre les mecs et donc vous décidez j'adore ça, de parler aux hommes comme s'ils avaient 4 ans, avec beaucoup de deuxième, second degré. Vous disiez, personne ose faire ça, nous on va le faire, quoi. En fait, c'est ce qu'on faisait entre nous pour exulter notre colère. On se moquait des hommes. Il y a un personnage qui revient régulièrement, qui est une blague qu'on fait entre nous. C'est une personne qui parle comme ça et qui se plaint, qui dit oh là là, c'est pas tous les hommes. Et tu vois, c'était un moyen on peut pas les gifler tous, parce qu'en plus il y en a qui sont plus grands que nous. Donc, de passer par l'humour et de créer ce personnage qui s'autorise à faire tout ce qu'on s'autorise pas dans la vraie vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un personnage. C'est parce que Fabrice m'a dit, même si on n'avait aucune idée du succès qu'on allait rencontrer, il m'a dit ça serait mieux que tu incarnes un personnage. En plus, déjà parce que c'est ce qu'on sait faire, parce que nous on écrit de la fiction à la base, mais en plus ça va être une manière de te protéger et on va pouvoir encore plus dire ce qu'on pense si c'est à travers la bouche d'un personnage qui lui-même n'est pas tout à fait cohérent avec ce qu'il raconte et qui te dit d'être bienveillant en te hurlant dessus. Oui. Donc on s'est bien cadré. Jean-Michel premier degré qui vient te casser la gueule dans la rue. Alors non, me casser la gueule, ça n'est jamais arrivé. Mais des Jean-Michel premier degré, il y en a eu, bien sûr. Oui. T'as des anecdotes de mecs qui justement ont eu des déclics après vos vidéos? Par rapport au féminisme, je sais pas s'il y a eu des déclics. J'ai beaucoup aujourd'hui sur mes propres réseaux notamment. Je regarde moins les réseaux, tout le monde s'en fout, mais depuis longtemps. Okay. C'était pour me protéger, tu vois, parce que t'as beau dire je suis déconstruit, ça ne me touche pas du tout. En fait, je lisais les premiers commentaires qui étaient hyper bienveillants et tout, et puis dès qu'il y avait un ou deux haters, je voyais que ça me mettait dans une colère profonde. Donc au lieu de me torturer l'esprit et d'essayer de travailler là-dessus, je me suis dit vas-y, je me protège et je m'éloigne. Et du coup on avait community manager. Et en revanche, sur mes réseaux perso où je parle pas mal de féminisme, faut pas se leurrer, je suis à 80% de femmes, 20% d'hommes en followers, mais j'ai des messages de mecs qui disent merci, mais pas pour le déclip, mais qui disent merci c'est cool d'avoir quelqu'un qui pense comme moi, je me sens moins seul, tu vois. Et puis dès qu'il y a un hater, de toute façon il se fait auto-gérer dans les commentaires, donc ça c'est plutôt chouette. Moi, en regardant vos vidéos, je réalise à quel point la psychologie, les émotions et les besoins, on a beaucoup cantonné ça à des trucs de développement personnel. Et je me rends compte de plus en plus à quel point c'est des questions centrales dans les combats d'urgence écologique, dans la protection des retraites, tous les combats, quoi. Bien sûr. Alors qu'on n'en parle jamais, quoi. Par exemple, l'écologie, on a un discours hyper ingénieur pour limiter la température, etc. Tout à fait. Mais en fait, on est des êtres émotionnels. Donc, tu as des millions de personnes qui sont terrorisées par le changement, qui ont peur des migrants parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, ou qui ont peur des écolos parce qu'on veut changer leur mode de vie. Et tout ça, en fait, ça fait, quelle que soit la cause, en fait, si tu l'adresses pas, tu tapes à côté parce que ça fait écho à des choses très intimes si le monde change, je risque de perdre mon identité, je risque de plus être aimé, je risque d'être en danger. Est-ce que tu peux nous parler de ce lien invisible mais central justement entre les besoins, les émotions, l'intime, l'identité, j'allais dire les insécurités même d'une personne et le fait d'essayer de changer le monde? Déjà, ce que tu disais, ça m'évoque le fait que les médias, en plus, sans le dire, utilisent complètement les émotions, notamment les infos qui utilisent la peur à mort. Tous les reportages sont construits pour faire monter la peur et sans jamais le dire. Donc, c'est pas honnête intellectuellement déjà de base. Ouais. Après, effectivement, nous, on a fait le lien dans Et tout le monde s'en fout. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'un épisode sur 2 parlait de société, donc écologie, féminisme, etc. Et un épisode sur 2 parlait de psychologie. Donc, c'était changer le monde, changer l'individu. Parce que, on le savait pas tout de suite, mais on s'est rendu compte que notre fil rouge, c'était la dissonance cognitive. C'est-à-dire le fait de s'en foutre sur des trucs importants en sachant qu'on fait de la merde. La dissonance cognitive, c'est les œillères, en fait, en gros. Et un fossé entre le monde dont tu rêves et ce que tu fais, quoi. Ce que tu fais, ce que tu crois. Surtout, mon paquet de clubs, c'est écrit fumer tu, et tu fumes en disant c'est mon petit plaisir. Dissonance cognitive de base. De plus en plus, là, on entend parler d'écoféminisme. On se rend compte à quel point le féminisme, l'écologie et le dev perso, c'est-à-dire le bien-être, la capacité à prendre soin de soi, et en fait la capacité à prendre soin, ce qu'on appelle le care, c'est une valeur qui manque absolument partout, et c'est vers ça qu'il faut tendre. Et donc le care, il y a un aspect politique et sociétal, et il y a forcément un aspect psycho bien-être. Donc le lien, il est là. Le lien, pour moi, il est dans le fait d'apprendre à prendre soin.
On est en train d'écrire le deuxième spectacle, tout le monde s'en fout. Et justement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que dans le premier spectacle, on parlait des relations. Le fil rouge qu'il y a entre tout ça, c'est les relations que tu as à toi, les relations que tu as au monde. Pour prendre soin du monde, il faut que vous preniez soin de vous. Donc un truc assez individualiste. Là, on s'est dit, OK, dans le deuxième spectacle, il faut qu'on aille plus loin. Se transformer, se changer soi-même dans un monde qui ne change pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. On pousse un peu le trait exprès, tu vois, en caricature, mais il faut mettre le développement personnel au service du groupe et donc au service du changement du système. Donc on est parti d'un bouquin de Camille Testé qui s'appelle Politiser le bien-être, où elle va en fait dégommer un peu les dérives du dev perso. Apprenez à être heureux en 6 jours, etc. Et donc elle te démontre que déjà le monde du dev perso est bourré d'injonctions. Ça te montre tout ce que tu ne fais pas bien et ça te dit que tu pourrais être la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire que tu n'es pas suffisant. Donc nous, ce qu'on a retiré de ce bouquin, c'est OK, comment on met le dev perso au service du changement du système et donc du groupe. Change-toi toi-même, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est bien, c'est OK, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. C'est un peu ça la marche d'après. Ouais, OK. Des fois, j'ai l'impression qu'on est entouré d'adolescents immatures, et des fois, j'en fais partie, voilà, on gueule sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie pour un oui ou pour un non. Les gens qui se font des coups bas, on manque d'empathie. Toi, tu dis qu'un truc qui t'a fait trop du bien, c'est d'arrêter d'essayer d'avoir raison. Parce que du coup, une fois que tu es en sécurité psychologique, si tu sais que tu es aimé, même si tu te trompes ou tu changes d'avis, forcément, t'évolues. Tu oses changer d'avis. Je te disais tout à l'heure que vers 22 ans, je commençais à avoir des opinions. Ouais. Comme si je m'étais interdit d'en avoir avant, je sais pas trop pourquoi. Donc cette colère qui fait que dès que quelqu'un disait quelque chose qui allait pas dans mon sens, je trouvais qu'il était con. Tu vois, et donc j'avais ce truc un peu d'orgueil. Ouais, ce truc un peu d'orgueil de dire OK, faut que je lui prouve que ce qu'il pense c'est de la merde. Et j'ai perdu pas mal d'énergie. Alors toujours avec je suis quelqu'un de sympa, tu vois, être gentil, donc je me suis jamais vraiment engueulé avec personne et tout, mais je me sentais un peu supérieur. Il y avait un truc d'orgueil comme ça. Oui, j'ai raison, t'as tort, et je vais t'apprendre la vie, quoi. Ce qui fait que je m'intéressais pas vraiment aux autres, ce qui fait que je manquais totalement d'empathie. Et aujourd'hui encore, tu vois, à force de travailler sur moi, je vois que l'empathie chez moi, c'est un vrai sujet. Okay. Je pense que j'ai manqué de terrain pour pouvoir travailler mon empathie, mais j'ai dû apprendre. C'est une amie à moi, il y a des années de ça, qui m'a dit, tu te rends compte que tu poses jamais de questions aux gens? Et en fait, ça m'a foudroyé sur place parce que j'étais dans l'envie d'être quelqu'un de bien, toujours, toi, de plaire, et j'ai cru pendant longtemps qu'il fallait que je parle de moi pour plaire. Il fallait que les gens m'aiment. Donc c'est pour ça que j'ai appris à tout faire. De la musique, du cinéma, du machin, de l'écriture. Je me suis dit, OK, ma psy, elle me dit, t'as appris à être un petit singe savant pour qu'on te regarde. Parce que t'étais pas assez en étant juste toi, quoi. Ouais, encore aujourd'hui, ça va mieux, mais j'ai encore des lacunes. Tu vois, là, et moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qui est drôle, c'est que j'ai poussé ma névrose d'avoir besoin d'être vu jusqu'au seuil maximal d'être vu par des millions de gens. Et d'être sur scène, tu vois. Et je me dis, ça n'a pas résolu mes problèmes. Non, alors, force est de constater que non, ça ne résout pas les problèmes. En revanche... ça t'oblige à travailler dessus. Oui, et puis surtout, je fais la paix avec en me disant, c'est cool, ça me permet de vivre... Aujourd'hui, mon métier, c'est de faire des blagues sur des sujets qui me passionnent avec mon meilleur pote, avec mes 2 meilleurs potes, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ouais, et de rencontrer donc ce milieu de gens qui pensent la déconstruction, qui remettent en question les relations, le système, les traditions, enfin, tu vois, tous les trucs qui sont ancrés. Et quand on te dit, je me suis rendu compte à quel point ça faisait du bien. Déjà, de dire je ne sais pas. Alors, apprendre à dire je ne sais pas, grosse libération. Et le step d'après, c'est apprendre à dire je me suis trompé. Si j'exagère un peu, je suis accro à ça. J'adore me tromper, j'adore discuter avec quelqu'un et que cette personne me dise... Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des réactions. Hein. Je suis pas maître bouddhiste. Je peux encore avoir des réactions de con, dire attends, machin, être vexé. Je me rends compte en ce moment que je suis quelqu'un d'un peu susceptible avec mes proches. C'est marrant parce que je me demande si justement, effectivement, c'est un truc de... Enfin, à quel point chez moi, en tout cas, c'est un truc de mec, mais par exemple, comme ma chérie, elle dit un truc où je trouve que c'est vraiment bête, je dis mais n'importe quoi et tout, mais donc elle, forcément, ça la blesse, mais je sais pas, le soir, par exemple, avant d'aller me coucher, je suis là, en fait, c'est pas con ce qu'elle a dit, et le lendemain, dire en fait, t'avais raison et tout, et là, tu me rends dingue. Mais ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui, bon, l'idéal, forcément, c'est de le faire d'entrée, mais voilà, faut être capable de le faire dans le live. Il faudrait ne pas avoir d'émotion. Et surtout de ce que tu disais, de pas mettre son identité dans ses opinions. Et ouais, complètement. Il y a tellement de fois où, j'en sais rien, là je pense à débat, c'est un terrain glissant, mais énergie renouvelable nucléaire dans le milieu écologique, où de base tu te dirais que forcément si t'es un bon écolo, t'es pour le renouvelable.
en fait, non, la réalité, elle est plus compliquée que ça. Et voilà, je vais pas ouvrir le débat là, maintenant. Mais moi, la première fois que j'avais vu ça, j'avais vraiment un truc qui s'était effondré de mais on m'a menti. Et moi, j'ai gobé comme je voulais être un beau petit écologique. Bah, bien sûr. Ça te fait sortir du binaire, le fait de remettre en question et d'écouter ce que l'autre a à dire et de voir en quoi ce qu'il dit a du sens et en quoi c'est positif et ce qu'il y a de bien dedans. Et pas juste de passer la discussion à comparer ce qu'il dit à ce que toi tu crois et à ne pas écouter la personne et à juste essayer de préparer ta réponse. Mais ça demande du taf de dingue. Surtout en fonction des sujets que tu traites. Si c'est un truc qui tient encore plus à cœur, c'est pas évident. Est-ce que toi, il y a un épisode de Et tout le monde s'en fout que tu kiffes plus que les autres et pourquoi? Ouais, c'est toujours le même depuis des années. Pourtant, c'était la saison 1, si je dis pas de bêtises. C'est le premier. Après, je me suis fait... J'ai continué pour la fame. Je comprenais pas du tout ce qu'on disait. Non, c'est l'épisode qui en plus parle de tout ce dont on vient de parler là. C'est la vérité. L'épisode sur la vérité qui t'explique justement un truc tout bête qui est que la réalité qu'on a, qu'on touche, qu'on regarde n'est qu'une interprétation du cerveau. Et je trouve ça juste fascinant. Ouais, ce que vous dites dans votre TEDx, j'ai plus les chiffres en tête, mais qu'effectivement, disons que tu as 1 milliard d'infos qui arrivent à ton inconscient. C'est 400 milliards de bits à la seconde qui arrivent et ton cerveau n'en garde que... Je sais plus, c'est 20 000. C'est dérisoire. Mais qu'en gros, toi, tu vas filtrer 1%, et encore, c'est beaucoup moins de la réalité. Ouais. C'est juste que je sais pas comment on dit, un millième. C'est juste que... c'est pour que ce soit plus intelligible pour les gens qui nous écoutent, parce que les chiffres, ça peut vite perdre les gens. Et que forcément, quelqu'un d'autre, il va capturer 1 autre % de la réalité, forcément que tu... T'es pas d'accord. Pas la même chose. Et en plus, t'as pas eu la même histoire, donc pas les mêmes. Enfin bref. Est-ce qu'il y a un autre épisode de Tout le monde s'en fout qui t'a secoué ou qui t'a appris quelque chose? Le sable, ça a été une grosse claque. C'est Marc qui nous a amené ce sujet. Et d'ailleurs, c'est un de ceux qui a le plus marché parce qu'à l'époque, Donc ça, c'était une grosse baffe parce que c'était complètement insolite de se dire qu'il y avait des problèmes avec le sable. Tu peux en dire 2 mots? C'est vieux, mais en gros, on fait n'importe quoi, comme d'habitude. On consomme à balle. On consomme à balle et en fait, on est en train de réduire. Il y a des endroits où les plages disparaissent. Et pour construire des trucs en béton. En fait, tout ça, c'est pour faire du béton parce que le sable du désert, par exemple, est trop poli par le vent. Donc, on peut pas l'utiliser pour faire du béton. Donc, il faut utiliser forcément du sable de mer. Mais allez le voir. Les épisodes sur le sable, c'est à mon avis d'actualité. Et à mon avis, ça a encore empiré aujourd'hui. Ouais. Et Tout le monde s'en fout, c'est fini depuis 1 an, je crois. Et là, du coup, vous ressuscitez d'entre les morts avec une campagne de crowdfunding pour faire de nouveaux épides. Et tu peux nous parler un peu justement du crowdfunding? On a plein d'idées, il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas traités, mais on a envie de réinventer et surtout d'aller trouver la marche pour aller plus loin. Et en fonction de ce qu'on obtiendra avec le crowdfunding, on verra combien d'épisodes on peut faire. Ouais. On s'est pas dit on refait une saison entière, parce qu'une saison c'est 20 épisodes. 20 épisodes, tout le monde s'en fout. Oui, c'est faut que Bernard Arnault il soit abonné au crowdfunding là, parce que s'il nous écoute. Et tu vois, le deuxième spectacle, là, on voulait être plus spécifique. Et on est revenu à ce qui nous tient le plus à cœur. Et donc, on parle de masculinité toxique et de déconstruction de la masculinité. Ça, c'est le syndrome de Michel? Tout à fait. Ok. Effectivement, en ce moment, donc toujours avec Tout le monde s'en fout, tu joues ton one-man show qui s'appelle le syndrome de Michel. Là, on vient de finir de répéter la première séance de répète. On a à peu près fini d'écrire. Ça veut dire qu'il reste. Ouais, il reste un peu. Non, mais en fait, on a un peu paniqué il y a 3 semaines, mais là, c'est bon. Ok. on a mis un petit goût de fouet et c'est bon. Mais alors, c'est quoi le syndrome de Michel? Alors, le syndrome de Michel, donc on est parti, on voulait parler de déconstruction. C'est les 50% qu'on n'a pas encore écrit. Non, justement, c'est ce qui nous est venu en premier. Alors, pourquoi le syndrome de Michel? Parce qu'on est parti de Michel Sardou. Ah, ok. Notre Michel national. On voulait parler de déconstruction et au moment où on commence à écrire, il sort cette magnifique interview sur BFM TV où il dit des trucs très intelligents et il dit notamment moi je suis pas déconstruit du tout et je veux surtout pas qu'on me déconstruise. Et on s'est dit tiens, c'est marrant qu'ils disent ça maintenant tout en faisant sa énième tournée d'adieu. Et donc on s'est dit c'est dingue qu'un mec qui pense comme ça, qui incarne un peu tout ce qui ne va pas entre guillemets dans justement la dissonance cognitive, les angles morts, le fait de dire moi je suis pas sexiste, j'adore les femmes, tu vois, et en chantant, enfin bref, je vous dévoile pas tout, mais il y a des perles, il sort des perles tout le temps. Et donc on est parti de cette citation et donc c'est Lexa qui parle de la déconstruction en partant de Michel Sardou. De Michel Sardou, il définit le syndrome de Michel qui est la volonté de ne pas comprendre. C'est ça le syndrome de Michel. Oui, il y a une maladie qui se répand très vite. Tout à fait. Michel L et Michel 2LE, personne n'est à l'abri.
Et puis c'est pas voilà, Sardou, c'est juste pour avoir un personnage, mais bien sûr Tout que à fait, c'est oui, pas bien lui sûr. le problème. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, on termine. Enfin, venez. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Ah bah trop bien, parce que ça m'a. Ok, la description était un peu vague sur les sites et là du coup ça me donne Oui, oui, c'est vraiment parce bien que, envie bah, d'y parce aller. que, ouais, ouais. Parce En que tout c'est pas cas, encore ouais. écrit. Non, c'est ça. Mais, Mais trop bien, ça me c'est la première fois que je le pitch là, hein, donc Ouh là ok, là. ouais, ouais. Ah non, mais c'est bien, moi ça me donne envie en tout cas. Ok, cool. Voilà, venez voir si vous avez un syndrome de Michel. On a des trucs, on peut vous prescrire des choses pour soigner ça. Vous allez voir, ça colle un peu au cerveau, mais Oui. il y a moyen de le soigner. Ou si vous pensez que vous êtes au-dessus des autres parce que vous êtes quelqu'un bien de woke et d'engagé et de féministe et d'écolo et Tout que à fait. vous avez plutôt envie de cracher votre venin et votre frustration sur les Michel, on fait partie du problème et de la solution de toute façon. Exactement. Moi, je vous avais interviewé il y a longtemps sur YouTube. Je regardais, c'était il y a 5 ans. Ah waouh. D'ailleurs, je voulais rediffuser sur le podcast. C'est l'épisode 29 pour les curieux. Et à l'époque, vous m'aviez raconté des anecdotes d'impact incroyables. Vous m'aviez parlé, par exemple, d'une femme battue par son mec qui, après avoir vu un de vos épisodes, avait eu le courage d'aller porter plainte. Ouais, ouais, qu'elle était pas venue au spectacle parce que à la place, elle était allée au commissariat. C'était fou ça. Ah, c'est ouf. Ou bien un enfant qui avait perdu son papa et sa mère lui avait montré la vidéo sur les émotions pour qu'il arrive à comprendre ce qui se passe en lui et qui lui avait dit bah, merci, j'ai compris et je sais ce que je dois faire maintenant. Je sais ce que je dois faire, ouais, ça c'est fou. Hein. Faut- Est-ce que toi, quand tu penses à des anecdotes d'abonnés depuis ces 5 ans, tu penses à quoi? Une qui m'a beaucoup touché, c'est un papa qui, après l'épisode du bonheur, m'a écrit en disant écoute, merci pour vos vidéos. J'ai appliqué ce que vous disiez de faire dans l'épisode du bonheur. On vous donnait un peu de tips de coaching, tu vois, Ouais. un truc qui se fait en entreprise. Et il dit bah, j'ai fait ça et ça m'a permis de remonter la pente, de me réconcilier avec ma femme, avec mon ex-femme, de retrouver ma fille. J'étais dans la gare, je me rappelle, j'ai chialé en lisant le message. Bah, Ah, il y en a un que j'ai pris en photo l'autre jour. Attends, tiens, mais un nouveau là. parce que déjà, c'est ouf quand t'as les gens, tu touches les gens et que tu leur remercies, mais si Ouais, en plus ça a un content. impact concret dans leur vie durable comme ça, c'est là qu'on se rend compte que, ok, ouais, non, c'est pas juste des blagues et avec Ouais, du travail de pédagogie derrière, ça fait peut du changer des sens. vies, quoi. Alors, c'en est un sur ma dernière vidéo où je parle du bouquin d'Ovidi, où je dis que la Ouais. masculinité toxique, c'est c'est comme le plastique. En fait, c'est que tu veuilles ou pas, tu en bouffes tous les jours. Et c'est juste un mec qui a dit. Donc, il y a beaucoup de mecs qui disent non, mais c'est pas vrai, moi, je suis pas toulousaine, tout ça, machin. Et il y a ce mec qui dit simplement hélas, je pense avoir trop de plastique en moi pour ne pas en relâcher sans même le vouloir. Et toi, il y a juste un truc de ah ouais, ok, d'acceptation, d'humilité. Et ça, moi, ça me touche beaucoup, l'humilité. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, de savoir dire je ne sais pas, ça me touche. Savoir dire je me suis trompé, ça me touche. En plus, il me dit un peu t'as raison, donc ça flatte mon ego. Mais il y a une reconnaissance et ça fait du bien. C'est l'étape la plus importante. Ça fait du bien et en fait ça libère de la honte. Oui. Parce qu'en fait, je pense qu'on porte. C'est Marc qui m'a téléphoné tout à l'heure en me disant oh là là, j'ai trop une idée pour le spectacle. Il faut qu'on parle de la honte. Et de Oui, la vous n'avez honte. pas fait d'épisode dessus, non? Non, mais c'est un sujet complexe. On en a parlé souvent, Ouais. et en fait, il y a très peu de recherches, il y a très peu de tips psychologiques. Ah ouais? Il y a, ouais, c'est complexe la honte. C'est un mélange de plusieurs émotions, et notamment, il disait voilà, on porte tous l'héritage de un petit bout de honte de Ouais, plein de choses, nos du ancêtres, racisme, de nos ancêtres, de la colonisation, c'est clair. des sorcières brûlées. Et la honte, ça, psychiquement, ça bloque, te, quoi, ça ça te frise. bloque. Ouais. Ça t'empêche d'agir. Mm. Et le fait de verbaliser ce qui te fait honte, ça libère physiquement. Et ça te met en vulnérabilité. Et donc, la vulnérabilité, c'est être courageux, puisque c'est s'exposer. Ouais. Donc, allons-y, soyons courageux. Justement, tout à l'heure, tu évoquais vite fait les ombres. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est les ombres pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce truc de développement personnel et quel rôle ça joue, vous, dans votre travail? Ouais, c'est mon sujet préféré. Pour moi, c'est le pilier de tout. C'est là où, si on apprenait ce que c'est que l'ombre à l'école, je pense qu'il y aurait beaucoup de problèmes résolus. Okay. En gros, ça vient de Jung. Il t'explique que... c'est quoi, c'est un psychanalyste Oui, c'est un psychanalyste qui a bossé avec Freud, qui était un disciple de Freud. Ils sont devenus hyper potes. Et là, Jung a dit à Freud, je trouve que tu dis un peu de la merde en fait quand tu dis que tout est relié au sexe. Et ils se sont vénères. Et voilà. Et donc l'ombre, en gros, il dit tu grandis dans la vie et puis tu avances sur le chemin de la vie avec ton petit sac à dos et puis tu mets tout ce que tu trouves. Et puis un jour, ton sac il est trop lourd, donc tu te poses sur le bas côté et puis tu fais le tri. Et tu dis ok, l'agressivité c'est pas moi.
l'égoïsme, c'est pas moi. Et donc, tu fais le tri comme ça, tu refais ton petit baluchon et tu repars. Sauf que ce que tu as jeté, ça reste pas sur le bas-côté, ça te suit sous la forme du nombre. Et donc, toutes ces choses que tu ne t'autorises pas, dès que tu vas les repérer chez quelqu'un, ça va te mettre soit en colère, soit ça va te fasciner. Okay. Colère, fascination, c'est ombre noire, ombre blanche. Quelqu'un qui a un comportement que tu trouves égoïste, ça va te mettre en rage et ça va te mettre en colère. Il faut repérer ça. C'est toutes les phrases qui commencent par je supporte pas les gens qui. Ouais. Et là, tu vas me dire, ok, mais c'est cool de pas être égoïste. En fait, j'ai pas envie de devenir égoïste. Parce que l'idée de l'ombre, c'est un mec qui s'appelle Jean Montbourquette qui a dit il faut se réapproprier son ombre. Parce qu'en fait, Jung, il dit c'est dans ton ombre qu'il y a toutes les ressources qui te manquent pour évoluer. Parce que c'est tout ce que tu ne t'autorises pas. Et ok, mais moi, j'ai pas envie d'être égoïste. Alors, ce qu'il faut réussir, c'est à déceler quelle est la part positive de l'ombre qui te chatouille. Oui. Donc, c'est quoi la partie positive de l'égoïsme? C'est, par exemple, la capacité à prendre soin de soi. Si tu trouves que quelqu'un a un comportement égoïste, peut-être que ça veut dire qu'il s'autorise à prendre soin de lui et toi, tu t'autorises pas à prendre soin de toi. Donc, plus tu vas t'autoriser à prendre soin de toi, moins les comportements que tu considères comme égoïstes vont te titiller. Et vous n'avez pas dit que ça partirait en séance de psychanalyse, mais moi j'adore ce genre de truc. Alors, ça c'est cadeau. Et donc ça c'est l'ombre noire, c'est hyper intéressant. Et pourquoi je te dis que si on apprenait ça à l'école, ça changerait le monde, ça empêcherait des milliards de conflits. L'ombre de ta famille, par exemple, si tu as une famille hyper, pragmatique ou une famille hyper catho, tout simplement. Okay. T'es homosexuel. J'ai rien contre les cathos, mais je prends un exemple concret. Ça va provoquer beaucoup de colère. C'est assez simple à imaginer que ça provoque beaucoup de colère. Souvent, mais ce qui se passe, c'est que tu t'autorises à être ce que toute ta famille ne s'est même jamais autorisée à se questionner. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un truc de... Ah, ok. Toi, t'es leur ombre. Toi, t'es leur ombre, c'est ça. D'accord, ok. Donc, tu peux être l'ombre de ta famille. Oui. Pareil, si t'es... j'avais pas compris, oui. Et si, juste si t'es végétarien dans un pays qui a de la viande. Exactement. Ils s'autorisent à faire des trucs éthiques alors que moi j'aimerais bien continuer à manger de la viande, quoi. Et donc après, si tu files l'exemple, ce serait tu te rends compte qu'en fait lui il s'autorise à prendre soin de lui en étant égoïste et en disant non, j'ai pas envie de t'aider à déménager parce que j'ai envie de me reposer. Exactement. Du coup, tu peux dire oui, en fait moi je pourrais m'autoriser à faire la même chose, peut-être que toi tu dis oui à tous les déménagements. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça te fait chier, tu deviens aigri, et en fait, ce dont tu as vraiment envie, c'est de prendre soin de toi, mais tu le conscientises même pas. Exactement. Et en plus, tu vas dire, attends, plus moi, je dis oui à chaque fois. Mais c'est pas de sa faute. Si tu dis oui à chaque fois, ça parle de toi, encore une fois. C'est à toi d'exprimer tes besoins. Et après, il y a l'ombre blanche, c'est la partie fascination. C'est quand tu es dans l'admiration de quelqu'un. Et c'est aussi très souvent, très, 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 très souvent, on croit être amoureux, alors qu'en fait, on est juste fasciné. On est juste dans l'ombre blanche. Et on idéalise la personne et on est attiré comme ça. On se dit mon Dieu, je ne peux pas contrôler mon attirance pour cette personne, machin. Elle est tellement parfaite. Acteur, non? Attends, regarde, t'as vu, ça se voit là. Et donc pareil, ça marche de la même manière. C'est-à-dire que cette personne s'autorise un truc que tu t'autorises pas à faire. Ouais. Elle est ce que tu aimerais être, mais tu ne te l'autorises pas. Et donc si tu commences à t'autoriser les trucs que cette personne fait, juste ta fascination, elle va diminuer et tu vas pouvoir voir si oui ou non t'es vraiment amoureux, parce que sinon t'es amoureux d'une image. Ouais. Pareil, un exemple en tête de qu'est-ce qui fascine en général Moi, je vais te donner un exemple perso. Les femmes tatouées, c'était genre mon Dieu, c'est là. Et du coup, je me suis fait tatouer. Et maintenant, je suis toujours les femmes tatouées, mais je suis beaucoup moins dans la fascination. Tu vois, c'est presque mathématique, je sais pas comment dire. Oui, ça c'est un exemple très pragmatique du coup. Oui, ok. Bon, si vous voulez valider votre L2 de psycho, vous m'envoyez votre je sais pas comment dire, votre convention de stage. On signera avec Axel. Trop bien, c'était trop intéressant. Je pensais pas du tout qu'on allait partir dans cette direction, mais c'était chouette d'explorer ça. Est-ce que toi, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, dont tu as envie de parler? Apprendre à apprivoiser son ombre dans l'écologie, c'est primordial. Si tu es militant et que tu veux aller convaincre encore une fois les autres, en fait, ce qui t'énerve quand l'autre réagit pas, c'est qu'il s'autorise à s'en foutre. Ouais. Et toi, t'es investi et t'as compris et tu fais des efforts, tu fais des sacrifices et lui, il s'en fout et en plus, il me dit que je suis un con et tout et c'est parti là. Tu peux plus convaincre personne. Donc, et encore là, c'est pas pour le convaincre, c'est pour juste te nettoyer toi parce que l'ombre, ça te pourrit ta vie à toi. La colère, en fait, c'est cool. Les émotions, c'est cool, mais c'est pas la peine de rester avec pendant des plombes. Oui, c'est qu'est-ce que t'en fais quoi. Ouais. C'est un moteur, mais pas. Ouais, si c'est pour t'autodétruire, c'est pas ouf. Non, ça sert à rien.
Merci Axel. Si vous voulez que Et tout le monde s'en fout fasse de nouveaux épisodes, je vous mets le lien du crowdfunding en description. Je mettrai aussi le lien du spectacle du syndrome de Mitchell. Mais ouais, à partir de septembre. Et si vous voulez écouter première interview avec toute l'équipe de Et tout le monde s'en fout, voilà, c'est l'épisode 29. Merci beaucoup Axel. Merci à toi, c'était Ciao cool. tout le monde, à dimanche prochain. Ciao. Salut.